Alors déjà, pourquoi je vous parlais du parc royal de Canteloup? Il y a la raison d'un choix évident qui s'est offert à moi. Donc, il y a au château de Bellenville, à Caumery, un chartrier qui dort depuis plusieurs décennies, même plusieurs siècles, que M. Pierre Jolivet a entièrement numérisé et en grande partie dépouillé. Et donc, dans ces nombreuses liasses, fagotées entre elles, il y avait une cinquantaine de documents qui concernaient ce qu'on appelle un parc royal à Canteloup, le parc royal du Val-de-Serre à Canteloup. Alors là, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce phénomène, pourquoi il y a ces documents ici, pourquoi un parc à Canteloup, un parc royal? Et donc, ça s'est naturellement offert à moi, donc je me suis dit, je vais proposer ce sujet de mémoire à mon directeur de mémoire, qui est Yann Sinoviecki à l'Université de Caen. Et donc, je fais un master en histoire, donc c'est mon sujet de master. Vous avez la primeur de ces recherches, puisque je soutiens mon master à la fin juin, tout début juillet. Voilà. Alors, il y a à peu près 16 000 photos qui ont été faites par Pierre dans ce chartrier. Nous, il y a 50 photos, enfin, il y a 300 photos pour 50 documents. Donc ça représente quand même une sacrée somme d'archives qui vont du 15e, les copies les plus anciennes datent de 1404, et aux archives, des archives plus récentes au 18e, 1765, 1780. Voilà, voilà. Donc ça fait un bornage qui est assez volumineux et qui permet d'avoir une vision en continuité qui est assez bonne pour signifier vraiment ce que c'était que ce parc royal à Canteloup. Donc Canteloup, j'espère que tout le monde sait où placer Canteloup, puisque c'est un lieu central dans le... Bon, j'ai toujours dit toutes les routes mènent à Canteloup, mais là vous allez pouvoir en avoir l'exposé. Donc c'est au centre un peu du Val-de-Serre, hein, c'est normal, c'est Canteloup. Et donc entre Levaque, Litour, Valcanville, Brélevat, on se situe ici. Alors je vais vous parler un petit peu des aurores du parc de Canteloup. Qu'est-ce qu'un parc déjà? Et pourquoi un parc à Canteloup? Parce qu'en fait il y a plusieurs questions qui nous viennent instinctivement à l'esprit. Qu'est-ce que c'est un parc? Est-ce que c'est lié à des droits? Est-ce que c'est quelque chose de mouvant? Est-ce que c'est lié à un territoire? Qu'est-ce qu'on y fait? Comment on vit dedans? Enfin, il y a plein de questions qui peuvent nous amener à différentes hypothèses. Donc là, je vais partir sur des bases saines en disant qu'est-ce qu'un parc et pourquoi il y a un parc royal à Canteloup. Alors, le parc de Château. Donc, en fait, les parcs, ce sont des endroits comme on peut... Quand je vous dis parc, vous pensez à les parcs à vitres, vous pensez au parc pour les enfants, pour pas qu'ils s'échappent, vous pensez à différents parcs. Et bien, en fait, la chose commune à tous ces parcs, c'est que c'est enclos, en fait. C'est qu'il y a quelque chose qui empêche de s'évader ou d'y rentrer. Voilà. Donc ça, c'est le point commun fondateur des parcs. Donc les parcs, c'est quelque chose de très ancien. Il y a une publication d'un historien spécialiste des parcs, le parc de Versailles en particulier, qui s'appelle Grégory Quenet, qui a écrit une histoire naturelle du parc de Versailles et qui a fait un article dont je ne vous citerai pas le nom, qui est en allemand, mais en gros, ça veut dire les origines lointaines des parcs. Et donc il dit que les parcs, dans leur première naissance, sont pratiquement tous des parcs de chasse. Donc en fait, les fondations, c'est ça, c'est parcs de chasse, et même on remonte très loin à l'époque mésopotamienne, où en fait on se rend compte que ces parcs, ils se sont implantés à cause de quelque chose de très simple, c'est-à-dire que à le moment où les gens vont se sédentariser, où on va commencer à domestiquer et les animaux et la nature, eh bien on va défricher des parcelles. En se stagnant sur un territoire, on va chasser un gibier qui du coup se fait de plus en plus rare sur un territoire. En défrichant, ce même gibier a moins d'espace pour se mouvoir et pouvoir vivre. Et donc on va décider de créer des enclos, parfois de plusieurs centaines d'hectares, avec des espaces d'eau, d'étangs, de marais, des espaces de forêt, des espaces de prairies, où en fait on va garder du gibier. Donc en fait c'est un petit peu l'antichambre entre le sauvage et le domestiqué en fait. Et donc dans ces parcs de chasse, qu'est-ce qu'on fait? On chasse
on chasse, et donc on sélectionne des gibiers, on les lance dans les parcs et on les chasse pour manger, mais également pour asseoir une sorte de pouvoir, de domination et du territoire et de la nature et des animaux. Donc voilà. Donc ces parcs de chasse vont donner naissance à différents parcs après, qui seront relativement différents. Donc ne voyez pas ce parc de chasse ici comme celui de Canteloup. C'est totalement différent, en tout cas pour la partie 15e, 18e qui nous intéresse, ça n'a absolument rien à voir. Hein. Et ne voyez pas non plus le parc de Canteloup comme le parc de Versailles. Il n'y a pas des jardins beaux, des belles fontaines, voilà, tout ça. Ce serait merveilleux, mais on va rester modeste comme on l'a toujours été. Et donc ça, c'est assez différent. Alors, j'ai essayé de me demander pourquoi il y a eu la fondation d'un parc à Canteloup. Et il y a certains éléments qui sont à mettre en corrélation avec la forêt, puisque Canteloup est excessivement proche de la forêt, que ce soit la forêt de la Motte ou la forêt de la Boutron, qui était l'ancienne, les rejets de l'ancienne forêt de Brie, qui était une forêt très importante, en tout cas dans le Val-de-Saône, qui aujourd'hui il ne reste plus grand-chose. Et donc, on s'est demandé à quelle époque aurait pu être créé ce parc de Canteloup. Et donc là, j'ai découvert un document, une pépite dans le châtrier de Bellenville. C'est une ordonnance des assises de Valognes de 1766 qui vient nous dire, en fait, je vais vous lire exactement ce qui est marqué. C'est judiciairement présenté maître Jean-Baptiste Martin, sieur du Perron, lequel nous a en la présence des gens du roi prononcé que maître Jacques Martin, sieur de Saint-Nacaire, son frère, est propriétaire du noble parc royal héréditaire de toute l'étendue de la sergenterie du Val-de-Serre, établie par le roi en la paroisse de Canteloup il y a plus de 400 ans. Donc là on est en 1668, il y a plus de 400 ans, donc ça nous ferait 1268. Bon. C'est à prendre avec des grosses pincettes, puisqu'ici c'est une approximation. Est-ce qu'ils n'avaient probablement pas un acte de fondation en 568 du parc royal, sinon ils l'auraient mentionné. Peut-être que le document qu'ils avaient le plus ancien parlant du parc de Canteloup peut-être daté de la fin du XIIIe, mais bon, si on essaye de faire une fourchette large, on peut peut-être dire 11e, 12e, 13e, peut-être début 14e. Voilà. Donc on pourrait estimer à ça. Donc quel type de parc on pourrait avoir? Alors, Canteloup, sa fondation, on ne sait pas trop comment ça s'est passé, mais on peut largement dire que c'est lié au défrichement de la forêt de Brie, 11e, 12e siècle, donc c'est des défrichements assez tardifs, voilà. Et ce défrichement de la forêt a entraîné, comme il y a des siècles avant en Mésopotamie, des problèmes de gestion de gibier, des choses aussi simples que ça, quoi. Et également des problèmes de gestion du maillage forestier avec les différentes problématiques qui peuvent être liées, les animaux qui vont sur des terres non forestières, voilà. Donc on pourrait imaginer, je prends ici c'est des hypothèses parce qu'on n'a pas de source véritable pour établir ça, que dans son fondement ou dans son principe, ça aurait pu être un parc de chasse qui aurait pu s'étendre, non pas uniquement sur Canteloup, mais sur des territoires un peu plus vastes qui iraient presque jusqu'à Valcanville. En plus de ces défrichements de la forêt de Brie qui pourraient être liés à la fondation de Canteloup et donc d'un parc, on a quelques caractéristiques des parcs de chasse qu'on peut retrouver également à Canteloup. Donc là, vous avez ici différentes signaux toponymiques qui relèvent du parc. Donc ici, c'est le parc et là, l'épar. On a la chasse d'épar ici. Le dos de la fontaine du parc dit le parc au raid. Donc on retrouvera après le raid, je vous expliquerai qui il s'agit. Là, on a le village du parc. Donc là, c'est les toponymies liées à cette section de 1822 et un peu plus antérieure également pour certains toponymes. Et on a ici un ruisseau qui part de Canteloup jusqu'à Valcanville et qui alimentait jadis les douves de la commanderie de Valcanville, qu'on appelle la commune, et non pas la Cachaillot qui était un peu tardif. Bref. Et donc, ce parc, les parcs royaux, enfin les parcs en général de chasse, on en a un exemple à Coutances. C'est le parc L'évêque de Coutances qui a été étudié par monsieur Pierre Hébert et qui nous dit en fait que les parcs de chasse, ils avaient plusieurs caractéristiques. La première, c'est la présence de l'eau. Ici, nous avons de l'eau. Le ruisseau, enfin la commune, avec la fontaine du parc, qui est ici, la fontaine raide, pour abreuver les animaux. Ensuite, on a la présence également d'une vallée
Alors ici, je ne sais pas si vous allez voir, mais vous devez me croire sur parole, puisque là, c'est une carte des reliefs du Val de Serre, et on voit que Canteloup, du parc jusqu'à la Valpenville, on a une vallée importante qui en fait, en son centre, coule le ruisseau de la commune. Et donc, ça correspond également à l'orientation naturelle des migrations des oiseaux. Et ça, Pierre Hébert, dans son ouvrage, le dit. Il dit, en général, les parcs sont orientés à peu près tous de la même façon, suivant l'orientation des oiseaux. Donc, ça nous fait un nord-est, sud-ouest. Voilà, c'est l'orientation naturelle. Et quand on regarde la carte des différents parcs qu'il a pu mettre en place, on voit que tous les parcs de chasse sont orientés de la même manière. Et Canteloup n'en fait pas exception. Après, de là à dire que c'était un parc de chasse aussi important, ça, je n'y glisserai pas. Mais c'est un indice qu'on pourrait effectivement lui donner. Et il y a également d'autres caractéristiques qui pourraient rentrer en compte. La présence également de pâtures, de labours, de présence de parcelles de forêt qui également pourraient correspondre à certaines parties de ce qu'on pourrait appeler le parc de Canteloup. Donc voilà. Donc ce parc de Canteloup, établi donc à Canteloup par le roi, environ vers 1100-1300, voilà, grosso modo. Et donc pour gérer ce parc, il y avait, le roi ne gérait pas lui-même de sa propre main en allant à Canteloup. Le roi n'a jamais mis, je tiens malheureusement à le dire, n'a jamais mis un pied à Canteloup. Hein. Voilà, ce serait dommage, hein, on pourrait il faut ici le dire. Et donc ce parquier, qu'on appelle, c'est la personne qui va gérer ce parc. Donc ce parc, là, on est au 15e. C'est pas un parc de chasse. Là, c'est pas du tout un parc de chasse. Il a dû évoluer, peut-être lié à la commanderie, peut-être aussi qu'il a dû avoir un rôle dedans. Je ne sais pas. C'est un mystère qu'il faudra peut-être creuser après, qui donnera peut-être lieu à une autre conférence, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais en tout cas, là, on est au 15e, 18e siècle. C'est un autre parc, une autre forme de parc qui découle des parcs de chasse, mais qui est une autre forme de parc qui était très très peu étudiée. Ce sont des parcs qu'on appelle à redevance ou judiciaire. C'est des parcs qui sont liés à d'autres caractéristiques, mais qui sont extrêmement importants. En tout cas, pour le Val de Serre, c'est une place centrale dans le maillage judiciaire des forêts et des animaux. Voilà. Donc, je vais vous expliquer quels ont été les parquets de Canteloup, quelles fonctions ils avaient, et l'exercice également du droit de parc. On va voir cette notion de droit de parc également, et les privilèges et devoirs qui sont donnés. Donc, je vous ai donné normalement parquet de père en fils et en fille, parce qu'on verra qu'il y a aussi des femmes dans l'histoire. Et donc, si vous prenez le petit arbre généalogique des parquets, on a différentes familles qui vont se succéder dans l'office du parc, au sein du droit de parc. Et donc, la première famille que nous avons, c'est la famille Lered, qui a donné son nom à la fontaine du Raid de Canteloup, l'actuel lavoir avec sa fontaine à côté. Donc ça s'appelle la fontaine du Raid, parce que l'un des premiers parquets qu'on a, parce que le premier parquet peut-être du 1213e, on ne l'a pas, mais en 1460, on sait que c'est Jean le Raid qui est parquet. Jean le Raid, la famille Le Raid, c'est une famille qui a totalement disparu aujourd'hui à Canteloup. Là, aucun Le Raid, même au 17e, 18e, ou 16e, on n'a rien sur les Le Raid. Mais sur les rôles de fouage de 1429, on a ce fameux Jean le Raid qui apparaît à côté d'autres personnes bien connues de Canteloup, Jean Laloué, les familles Binet, la famille Le Carpentier et le Mieux, bien entendu, je ne peux pas les oublier. Donc voilà, donc la famille Le Raid. Donc Jean le Raid, son père c'était Godefroy. Il avait également deux frères qui s'appelaient Colin et Jacques, mais ils n'étaient pas parqués. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas si on pourrait remonter encore plus haut, on verra. Et donc ce Jean le Raid, en 1463, il va décider de vendre une partie du tènement du parc, donc une partie de la ferme en fait, du parc, une maison à un monsieur Laloué. Mais ça, on y reviendra plus tard. Le reste, il le garde pour lui, pour ses ouers, donc ça veut dire ses héritiers, ses ayants droit, et il va les transmettre à sa descendance. Je ne sais pas quelle descendance il a eu, mais je sais qu'après, c'est Robert Blondel de Canteloup qui est devenu parquet. Il a peut-être sûrement épousé la fille de Jean le Raid, je ne sais pas. Puisque c'est un droit qui est héréditaire, il passe normalement par les hommes, mais à défaut d'avoir des hommes, ce sont les femmes qui le transmettent. Et donc c'est la famille Blondel de Canteloup, qui est connue, qui devient propriétaire du parc. Et ce Robert Blondel, en 1512, il décède.
Et il laisse derrière lui des enfants mineurs et qui sont donc sous la tutelle de leur oncle, qui s'appelle Gauthier de Blondel, qui était un curé. Et ce Gauthier de Blondel va décider pour ses neveux de vendre le droit du parc et toutes les maisons et les terres et compagnie, tout et quanti qui correspondait à la possession de son frère, à Bertrand Michel. Enfin, Michel également très connu à Canteloup. Et donc ce Bertrand Michel devient donc parquier en pleine possession de ses droits. Et lui, il va léguer après, à défaut d'avoir un fils, à sa fille, qui a le doux prénom de Coliche. Donc si vous avez des idées de prénoms à donner à vos enfants, vous pouvez sélectionner Coliche, qui sûrement n'a pas été donné très souvent ces dernières années. Donc Coliche Michel, en fait, hérite du droit de parc et des terres qui sont avec. Et comme son mari, Maud de Hainaut, comme ils sont mariés ensemble, selon la coutume normande, les biens du couple sont en commun et le mari est le seigneur. Donc c'est le mari qui gère. Donc c'est le mari qui devient parti. Donc là, c'est la famille de Hainaut, de Canteloup, famille noble de Canteloup, qui devient parquet. Et ce mot de Hainaut a eu avec Coliche un fils, Jacques de Hainaut, qui lui devient également parquet à la mort de son père. Mais lui, il décide de ne pas garder le parc très longtemps, il va le vendre. Il va le vendre à la famille Laloué. Donc cette vente par la famille de Hainaut ne nous est pas connue. Les transactions et les héritages avec les Hainaut ne sont pas connus. Ils ont sûrement été passés sous seing à Valganville, enfin, on ne sait pas trop, mais on n'a pas les archives. En tout cas, on sait que c'est Jean Laloué qui devient parquet, la famille Laloué. Et ce Jean Laloué, si vous vous rappelez bien, quand je vous ai parlé d'Hellered, au tout début, j'avais dit qu'en 1463, il avait vendu une partie du parc à ce Jean Lered. Eh bien, ce Jean Lered, c'est le grand-père de ce Jean-là, qui a eu entre deux un Robert. Parce qu'en fait, quand j'ai lu les archives de Chantrier de Bélanville, il y avait des Jean Laloué partout. Et je ne comprenais pas les méli-mélos de Laloué qui allaient partout. Et en fait, je me suis rendu compte que le Jean Laloué qui avait acheté la partie du parc, mais qui n'était pas parquier, son descendant, Jean Laloué, avait lui racheté le reste du parc ainsi que son droit. Donc, il est devenu, par conséquent, parquier de plein droit avec les différentes terres qui sont données. Donc, ce Jean Laloué meurt en 1579. Et en 1579, c'est son petit-fils qui va hériter, puisqu'il a 4 enfants, Robert, Jean, Jacques, Robert, Jean, Jacques, et je ne sais plus qui l'autre, mais on s'en va peut-être après. Sauf que Robert, il est déjà mort, donc c'est son fils aîné, Jean, encore un Jean Laloué, qui va hériter de son grand-père, du parc, et de ses terres qui sont donc du droit de parc, et des terres qui sont avec. Donc ce Jean Laloué, lui, il va mourir vers 1612. Voilà, donc il va faire hériter sa fille, encore une fois une fille, Michel Laloué, qui est parquier également, qui sera parquier en effectif à un certain moment donné de sa vie, et qui est très importante. On reviendra après sur cette fameuse Michel Laloué. Et cette fameuse Michel Laloué va épouser un Martin du Perron, François Martin, qui lui mourra vers 1555 et qui laissera derrière lui 2 enfants, Jean-Baptiste Martin et Jacques Martin. Son fils aîné, c'est Jean-Baptiste. Donc normalement, c'est lui qui devrait hériter du parc. Sauf que, en fait, on s'aperçoit que Jean-Baptiste ne veut pas du parc, ni des terres qui lui sont affaiblies. Il préfère la tourelle qui est pas très loin et qui lui rapportera sûrement plus d'argent après. Donc, ce Jean-Baptiste laisse le parc à son frère et prend la tourelle à la place. Qu'il a hérité de la famille Martin, non pas de sa mère, mais de la famille Martin. Et donc c'est son frère, Jacques Martin, qui va donc devenir parquier. Et à la mort de son frère, Jacques Martin, qui s'était marié avec Madame Marie Foisse, il laisse derrière lui un fils, Bonfrançois Martin, qui, à la mort de son père, est encore une fois mineur. Et là commencent les embrouilles. Là commencent les magouilles de la famille Martin et la famille Le Sens de Coqueville, puisque, comme il est mineur, c'est son cousin germain, Guillaume Martin, qui est le fils de Jean-Baptiste Martin, qui aurait dû avoir le parc, qui devient tuteur. Et donc ce Guillaume Martin décide de racheter le droit du parc de son cousin et de ses terres. Alors, je n'ai trouvé nulle part l'acte qui le prouve, en tout cas l'acte notarié, mais on sait que
en 1697, ce même Guillaume Martin va vendre le droit du parc à Madeleine Martin, sa sœur aînée. Et dans cet acte, il nous dit, oui, alors je le vends à ma sœur, je vous fais ça dans les grandes lignes, hein. Je vends le droit du parc à ma sœur parce que je l'ai acheté à bon François, mon cousin, quelques années avant. Je n'ai pas retrouvé l'acte qui concerne... Mais bon, il se dit parquet, il vend le droit du parc, ça pose problème à personne, donc ça reste comme ça. D'autant plus que son neveu est mineur, donc bon, que vous la parole d'un enfant. Et donc ce Guillaume Martin vend le droit du parc, uniquement le droit du parc, à sa sœur aînée, Madeleine Martin. Donc en fait, ça suit finalement, ça suit bien la personne qui légitimement aurait dû être parquée, c'était elle, quoi. Donc en fait, ça suit bien le truc. Bon, Guillaume Martin se fera un plaisir de dilapider la fortune et les biens des Martins au cours de sa vie, et donc le parc en fait partie. Cette Madeleine Martin, elle est parquier. Et c'est pas son mari qui est parti. Pourquoi? Parce qu'elle est séparée de biens avec son mari. Oui, on se séparait de biens à l'époque avec son mari, qui était donc Charles-Michel Le Sens, seigneur de Coqueville et de Bellenville. Et là on se dit, ah, bah c'est pour ça que les archives étaient à Bellenville. Bon. Et donc elle devient parquet de plein droit. Et son mari, non, il ne touche pas au parc. Hein. Et donc c'est Madeleine Martin. Et donc à sa mort, en 1721, elle est derrière encore une fille. Donc c'est encore une femme qui va devenir parquet. Mais elle, comme elle est mariée, qu'elle n'est pas séparée, c'est son mari, Thomas Hervé d'Agier, qui devient parquier du parc royal de la Salanterie du Val-de-Cère. Et après lui, il laisse derrière son fils, Jacques-Pierre Thomas Hervé d'Agier, seigneur de Coqueville et de Bellenville, qui était marié avec Geneviève Gigot. Et après ce personnage d'Agier, on ne sait pas où est-ce que va le droit du parc. On peut imaginer que c'est sans doute sa descendance qui en héritera jusqu'à la Révolution, où là, bon, on sait ce qui va se passer, les droits féodaux vont être éliminés, et donc là, le droit de parc n'a plus de raison d'être, ni de vie. Donc là, on en a terminé avec le parc de Canteloup. Mais on reste encore au parc de Canteloup, en allant plus loin dans notre étude, en regardant un petit peu du côté de l'exercice du droit du parc. Parce que ce qui fait la puissance d'un parc, c'est son droit. Et pas forcément l'endroit où il est. En fait, c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tout au long des recherches historiques qui ont été faites sur les parcs, on a toujours dit que le parc était lié à une terre, à une possession. Eh bien, à Canteloup, en tout cas entre le 15e et le 18e, on voit que c'est plus vraiment ça. Et que c'est lié à un droit de parc. Et qu'est-ce que ce droit de parc nous donne? Alors, c'est un... Qu'est-ce que c'est? Donc, ce parc nous offre différents privilèges et droits. Et donc, la première vocation du parc, c'est ce qu'on lit dans les documents, c'est d'emparquer. Non, pas embarquer, emparquer. On va mettre dans un parc différentes choses qui peuvent être des animaux et qui peuvent être également des biens, des charrettes, des sacs de blé, des écuelles en étain et également des hommes. Donc à Canteloup, on avait une chambre qui servait de prison en fait. Et oui, de prison. Et donc, un document qui nous montre un petit peu toute la puissance d'exercice de ce parc, c'est ce document c'est un document qui s'appelle les articles pour les parquiers, qui est édité par le Parlement de Rouen, la haute justice juridiction au niveau de la Normandie, et qui va réglementer l'exercice du parc et des parquets. Et donc, ça date de 1767. Et donc, on voit que dans ces articles, on a plein de choses. On a des écuelles en étain, on a des moutons, on a des vaches, on a des poules, on a plein de choses comme ça. Et on voit qu'à chaque bien qui est emparqué, il y a des sommes qui sont ajoutées. On sait que par exemple, pour emparquer un mouton, c'est 4 sols. Rien que le fait d'embarquer n'importe quoi, dès l'enregistrement dans le parc, c'est déjà 5 sols. Et quand on l'enlève, c'est déjà 5 sols en plus. Donc c'est de la taxe, voilà, ils savent gérer leurs affaires à Canteloup. Et donc c'est assez intéressant de savoir ça, c'est-à-dire que
Même par exemple, si vous embarquez une charrette, eh ben, si elle est, elle est couverte, par exemple, sous une chartrerie ou dans une étable assez large, assez grande pour sa contenance, eh ben, le prix de revient est totalement différent que si elle était embarquée dehors dans la cour. Voilà. Donc il y a toute une logistique et on s'aperçoit que ces droits de parc, enfin ces articles pour les parquets étaient envoyés à tous les parquets de Normandie et qu'il y avait des parcs de campagne, comme à Canteloup, et qu'il y avait des parcs également de ville, des parcs royaux, hein, pardon, dans les villes. Donc on voit qu'il y avait aussi des parcs en ville, donc en pleine ville. Donc en fait, si on veut s'imaginer un petit peu ce parc, on peut se dire que c'est un entrepôt, un grand entrepôt, où en fait on va embarquer les animaux. Mais on embarque pourquoi en fait? Eh bien, on va embarquer parce que, enfin, on embarque, en fait, à Canteloup, le parc est un parc royal de la Sergenterie du Val-de-Serre. La Sergenterie du Val-de-Serre, c'est ça. C'est l'administration juridique locale. Donc, ça va de Réville jusqu'à Tour-la-Ville, en passant par Ménil-Oval, Gonneville-Brie-le-Var. On n'inclut pas le Vissel ni la Pernelle, qui eux sont à Valognes. Et tout le canton de Saint-Pierre-Église. Et ça, c'est la Sergenterie du Val-de-Serre. Et donc, le parc royal de Canteloup de la Sergenterie du Val-de-Serre, il a son terrain d'action sur toute cette partie ici en jaune. Et donc, on en parle pourquoi? C'est-à-dire que, par exemple, vous habitez Sainte-Geneviève et vous avez une troupe de moutons qui est en divagation sur les routes ou qui s'en va dans la forêt de Boutron, je ne sais pas où, et bien là, on a des gens, des sergents, ou même le parquet, et bien il va aller chercher ces animaux et va les emmener au parc de Canteloup. Donc imaginez que vous êtes à Tour-la-Ville et que vous avez une charrette qui est sur la voie publique et que le sergent demande de l'envoyer au parc de Canteloup, le temps qu'elle aille, enfin, ça doit être une logistique, donc officiellement c'est vrai que ça marche. Après, donc son terrain d'action c'est tout ça. Et c'est également une autre possibilité, c'est toutes les redevances qu'on doit au roi, comme la taille, choses comme ça, c'est des taxes qu'on doit au pouvoir royal. Et donc, le roi, lui, ça ne lui intéresse pas beaucoup d'avoir tant de poules et 50 morceaux de bœuf ou 5 sacs de blé, enfin, c'est pas ce qui l'intéresse. Lui, c'est la monnaie sonnante et trébuchante. Et donc, en fait, le parc de Canteloup, c'est un endroit central où on va réunir toutes ces redevances au parc de Canteloup. Et après, le parquet de Canteloup, lui, va devoir gérer ça pour les envoyer à des vendus. Les vendus, c'est les marchés, en fait. Et donc, il va envoyer, il va parquer ses animaux, ses biens, ses charrettes, et à partir d'un certain moment, il va les envoyer au marché de Barfleur, et il va vendre tous ses biens au marché de Barfleur. Et une fois que c'est vendu, il va bien entendu en prendre une partie liée justement aux différents articles tout à l'heure avec tant de jours en parquet, c'est 8 sols, bref, tout ça. Et donc il va se prendre une partie dessus et le reste, je ne sais pas qui l'envoie, sûrement au sergent, aux juridictions locales. Après, est-ce que le roi voit les deniers qui sortent de ces vendus? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le parquet, lui, il en touche une partie. Et donc, on peut essayer de s'imaginer un petit peu qu'est-ce que touche un parquet quand il vend à la vendue de Barfleur, par exemple, 20 moutons. Donc, on sait que 4 deniers de garde, donc quand un mouton, ça vaut 4 deniers de base, et que pour chaque jour, on rajoute 8 deniers de garde. Donc en fait, si on applique ça à peu près à une semaine, on arrive à un total de à peu près, comme il y a 20 bestiaux de 20 moutons, on est à peu près à 1040 deniers pour à peu près une semaine. Comme c'est un parc royal, dans les articles qui prévoient, ils disent comme c'est un parc de campagne, on divise par 2. Bon, déjà, c'est moins intéressant, mais bon, ça reste quand même intéressant. Donc là, on passe de 1040 à 520, parce qu'on est en campagne. Bon. Et ensuite, on a 10 sols qu'on ajoute à ça, qui correspondent à l'enregistrement d'entrée et l'enregistrement de retour. Et en fait, ça vaut rien, mais pour vous rendre compte, c'est à peu près 48,41 €. Ça veut rien dire, 48,41 €, puisqu'on est là-bas au 16e, 17e, et donc la valeur de l'argent est différente. Donc en fait, il faut remettre ça après en livres et en temps de travail d'un journalier, par exemple lambda. On se rend compte qu'un journalier, quelqu'un qui lambda du commun des mortels de l'Ancien Régime, à peu près,
il doit se faire à peu près 1 sou 6 deniers par jour. Ce qui correspond à peu près à 9,59 € de la semaine. Donc, vous voyez. Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est de savoir que le parquet royal, quand il vend 20 bestiaux au bout d'une semaine à la vendue de Barfleur, il se fait 7 fois plus qu'un ouvrier lambda en une semaine. Mais il a 20 bestiaux, mais il a peut-être encore d'autres choses. Il a peut-être le sac de blé en plus à ajouter, il a peut-être une charrette avant, il a peut-être les écuelles d'étang aussi avant. Donc on se rend compte que c'est un commerce quand même assez juteux, cette histoire. Et que c'est assez réglementé, puisque on sait qu'au parc de Canteloup, il y avait des registres d'embarquement et de débarquement. Donc le parquet tenait un registre, il disait à ce jour-là, j'ai fait entrer tant de moutons, tant de charrettes, bref. Et quand il va les vendre, il fait le même registre, le montant qu'il les a vendus, ce qu'il prend dessus, ce qu'il a... bref. Mais l'autre moyen d'enlever ces animaux ou ces biens du parc, c'est les propriétaires. Une fois qu'ils sont au courant que leurs animaux sont envoyés à Canteloup. Monsieur Gilles Gauberville, il se fait prendre 5 poules envoyées à Canteloup. Et pour aller les rechercher, il doit être genre muni d'un cachet, d'une lettre du sergent qui lui dit bien « Ok, on veut bien vous les redonner ». Donc Gilles Gauberville va à Canteloup, monte le cachet au parquet de Canteloup qui lui dit « Très bien, je vous rends vos poules, mais par contre, vous me devez tant de sols, tant de deniers, et 5 sols d'embarquement, 5 sols de débarquement. » Voilà. Ensuite, le parquet, il vit d'autres choses aussi. Il vit également des animaux qui l'emparquent. Parce qu'en fait, une poule, quand elle est emparquée, elle continue de pondre. Une vache, quand elle est emparquée, elle continue de donner du lait. Et voilà, les moutons, ça donne de la laine. Et on sait que le parquet a le droit d'utiliser tous ces denrées qui sont issues de ces animaux pour son bien propre et également pour les vendre après. Et donc, en fait, si une vache donne un petit, elle va le devoir moins quand elle sera vendue que si elle donne rien. Si un mouton donne de la laine, il va devoir moins à la fin que si il donne rien. Donc, il y a toute une logique de l'utilisation des bestiaux ici à prendre en compte. Et donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la sergenterie du Val-de-Serre, il y a le parc de Canteloup, mais il y a d'autres parcs aussi, mais qui ne sont pas des parcs royaux, qui sont des parcs seigneuriaux. On a un à Théviers, on a un au Vicel, on en a un peu partout. Et en fait, ces parcs seigneuriaux appartiennent pas au roi, mais appartiennent à des seigneurs. Et ils utilisent ces parcs pour embarquer les redevances seigneuriales. Donc ils vont pouvoir prélever sur les gens qu'ils dominent dans ces seigneuries. Voilà. Et donc en fait, c'est arrivé que des fois, il y a des parquiers, des seigneurs qui embarquent dans leur parc des biens qui auraient dû être embarqués à Canteloup. Et donc là, c'est bien connu, c'est que en fait, ils subissent une amende. Ils vont devoir payer 500 livres d'amende pour le roi et 250 livres pour le parquet de Canteloup. On a dommages-intérêts. Donc c'est quand même considérable. Et en plus, ils doivent rendre les animaux. Donc en fait, c'est assez réglementé. Hein. Et donc, dans l'ordonnance des Assises de Valognes, on dit « Défense à toute personne, quelque qualité et condition qu'il soit », donc les nobles et pas nobles, ayant saisi ou requis l'exécution d'aucun bestiau ou nampes, donc les nampes c'est les biens meubles, c'est des choses comme ça, dans toute l'étendue des dites sergenteries du Val-de-Serre, et de déposer ou faire embarquer ailleurs qu'au parc royal du lieu de Canteloup, et fait pareille défense ou proposé au parc seigneuriaux. Donc en fait, ils sont obligés d'embarquer à Canteloup et pas ailleurs. Donc c'est ce qui fait un petit peu la caractéristique singulière de Canteloup. Puisqu'en fait, ils n'ont pas le choix, quoi. Sinon ils ont les amendes. D'autres privilèges liés à ce parc, à ce droit de parc, c'est l'exemption de la taille. Alors à Canteloup, la taille, c'est une question qui est assez rigolote, puisque à chaque fois, comme il n'y a pas vraiment de seigneur de Canteloup, par la commanderie, le seigneur de Motleva, une partie, à un moment donné la seigneurie de Sainte-Geneviève, les gens de Canteloup essaient toujours d'imposer la taille un peu n'importe qui. Et donc ils vont essayer d'imposer la taille les parquiers. Et donc, à plusieurs reprises, on a par exemple, en 1513, il y a des collecteurs qui vont obliger Bertrand Michel, le parquier, le père de Coliche, ils vont l'obliger à payer 20 soldes de taille. Et donc, lui, il n'est pas d'accord, il ne veut pas payer la taille.
Les alloués ne sont pas nobles. Et donc ils disent on n'est pas noble, mais quand même le droit de parc nous dispense de payer cette fameuse taille que tout le monde paye. Et donc il va monter tout un dossier pour faire valoir ses droits en disant que dans les dignités, les prérogatives, les franchises que le roi lui a accordées et qui ont été renouvelées en 1404 dans une charte sur les droits des forêts et des parcs qui a été faite par Hector de Chartres, et bien en fait il y a l'exemption de la taille. Et puis il dit mais regardez, il y a jurisprudence au rabais pour la sergenterie de Valognes où il y avait un parc royal visiblement tenu par la famille Hubert et ils disent lui il paye pas la taille. Et puis il y a d'autres parcs, à Barneville-Carteret, il y a le parc de Quito qui lui non plus ne paye pas la taille. Donc en fait tous les parcs royaux ne payent pas la taille, donc moi je ne paye pas la taille. Et donc il a eu raison, on lui a donné raison et donc on lui a rendu les linceul et donc ils ne sont plus assujettis à la taille. Mais à chaque fois, les gens de Canteloup essayent à chaque nouveau parquet, donc on a plein d'exemples comme ça où en fait le parquet est sans arrêt obligé de montrer ses chartes, ses droits aux différents sergents pour leur dire là j'ai pas payé la taille parce que c'est dans mes droits. Donc l'exemple de la taille c'est quelque chose d'intéressant également. On a une autre chose importante, c'est l'exemption du logement des gens de guerre. Parce qu'à l'époque, quand une troupe partait en garnison après la guerre, il fallait bien qu'il loge quelque part, quoi. Et donc certaines personnes avaient le droit la possibilité de ne pas loger ces gens de guerre. Et à Canteloup, les parquiers, de leur droit de parc, n'étaient pas obligés de loger les gens de guerre. Sauf qu'en fait, le 19 février 1659, on a notre fameuse Michel d'Allouet, la femme parquier, qui voit arriver chez elle une troupe de cavaliers à Canteloup, qui soi-disant vient de Soissons et qui veut camper chez elle. Donc elle sort ses titres, vous n'avez rien à faire ici, du balai, sauf que bon, les chevaliers, voilà, ils restent quand même. Donc il y a une troupe de plusieurs cavaliers, qui viennent à Canteloup pour y loger. Ils restent là plusieurs semaines. Hein. Et donc en fait, ils mangent sur les deniers de Madame Laloué, ils dorment dans ses chambres, ils se nourrissent dans le parc à côté, enfin voilà. Et donc en fait ça empêche, donc elle dit lors d'une lettre qu'elle envoie à Monsieur Daligre, conseiller du roi, conseiller intendant de la justice et de la police de généralité de Caen et commissaire de la direction des troupes en quartier, il lui envoie une lettre à son Daligre en lui disant c'est pas possible, vous devez faire quelque chose, on a un droit de parc, ils n'ont pas à rester ici. Et donc Daligre va faire en sorte que ces gens partent et qu'elles soient indemnisées. Donc on voit que dans le droit il y a ça, mais pour le faire appliquer c'est plus compliqué. Ensuite, on a également d'autres privilèges qui sont associés à ce droit de parc. C'est le droit de pannage, de glander, on appelle ça aussi comme ça, et de faire paître ces animaux dans les différentes possessions royales, que ce soit les forêts, les verderies, des choses comme ça. C'est des possessions royales dans lesquelles le parquier, en tant que parquier royal, a le droit d'aller faire paître ces animaux. Donc le pannage, c'est des cochons qui viennent manger les glands dans les forêts. Voilà, donc et donc le parquier de Canteloup a le droit de faire ça. Mais tout le monde n'a pas le droit de faire ça. Donc c'est quand même. Donc il a le droit d'envoyer ses biens qui sont embarqués à la glandée, mais il a également le droit d'envoyer ses propres bestiaux qui lui appartiennent en propre à cette fameuse glandée. Donc c'est intéressant. Mais ça permet également d'entretenir le domaine royal. En fait, tout ça, c'est un lien. Ensuite, on a la question du bois. Alors le bois, à l'époque, c'est quand même quelque chose. C'est une denrée qui est quand même importante, parce qu'avec le bois, on fait tout. On chauffe, on fait à manger, il y a toujours une cheminée d'allumée à l'époque, partout, dans toute la journée. Hein. Et on s'en sert pour réparer les outils, pour faire des échafaudages, pour réparer ses maisons, bref, on s'en sert absolument pour tout. Et donc, comme c'est un bien qui est assez important, on va décider de le réglementer. Parce que les forêts diminuent, parce que voilà, il faut réglementer tout ça. Et donc, le droit de parc offre la possibilité aux parquiers d'avoir une certaine quantité de bois à aller prendre dans la forêt de Boutron, la forêt de Barnava, la forêt de... Voilà, toutes ces forêts royales, ils ont le droit d'aller prendre du bois. Alors comment ça se passe? Eh bien, tous les ans, le roi fait une lettre, le parquier fait une lettre qui passe par les sergents, il garde les eaux et forêts,
Et les gardes des eaux et forêts, eh ben, ils vont dire, bon, bah, très bien, on vous donne par exemple 12 arbres de chêne ou de hêtre à prendre dans le bois de Boutron, le bois de Barnava, pour leur ardre, donc pour chauffer, leur aménagement, réparation, pour vivre. Et par exemple, on a différentes délivrances de bois. À peu près tous les ans, à peu près au début de mai, c'est assez récurrent. Tous les ans, à peu près les premières semaines de mai, on a le parquet qui demande une délivrance de bois. Donc tous les ans, ils doivent refaire une déclaration pour des demandes de bois. Et en fait, on s'aperçoit que, par exemple, en 1540, le Bertrand Michel a le droit à 4 bois de hêtre à prendre dans la forêt de Bouton. Et c'est Guillaume de Gouberville, qui est le père de Gilles de Gouberville, qui lui donne ça. Parce qu'en tant que garde des eaux et forêts, c'est son rôle de faire ça. Et donc, ces bois sont marqués par un garde-marteau qui va marquer tous les troncs des arbres à prendre pour telle personne. Voilà. Et donc, c'est encore plus réglementé quand il s'agit de faire des réparations dans le parc. Donc, on a un exemple, je ne sais plus ce que je dis. Un exemple, en fait, c'est Jacques de Hainaut qui, à la fin du XVIe, quand il arrive, dans son parc, on voit que c'est une catastrophe. La toiture est prête à s'effondrer, tout est pourri. Donc c'est une catastrophe pour ce parc. Et donc il va demander exceptionnellement aux gardes des eaux et forêts de lui attribuer du bois pour réparer son parc en fait. Et donc c'est chose faite en 1588 exactement. Et donc le maître des eaux et forêts va demander à Martin de la Place et Pasquet Michel, qui sont 2 charpentiers de la grande charpenterie, donc des charpentiers, d'aller visiter le parc et de faire un espèce de devis de tout ce qu'il faut pour la réparation de ce parc. Et donc on nous dit requis 4 chaînes pour 4 filets et poutres, de 28 pieds de longueur et 4 pieds de grosseur. Pour faire les sous-chevrons, 8 chaînes à 7 à 8 pieds de grosseur. Pour les chevrons à construire, de 104 chaînes à 8 à 9 pieds de grosseur. Donc en fait, il nous liste un petit peu tout le bois qu'il faut. Et donc c'est intéressant parce qu'on voit que c'est vachement contrôlé ces choses-là. Et une fois que le rapport a été fait, on nous dit bon ok d'accord, on vous envoie, vous pouvez aller chercher tant de bois. Donc le bois c'est quelque chose d'important. Alors passons maintenant à l'étude de la morphologie de ce parc. On a vu le droit de parc, maintenant qu'est-ce qu'il en est sur le terrain, comment ça s'organise, où est-ce que c'était, le bâti, le non bâti, les 3 grandes évolutions qui sont liées à cette morphologie du parc, et le fameux hameau de la Fontaine du Parc à Canteloup, puisque si vous allez à Canteloup, vous allez tomber sur l'hameau de la Fontaine du Parc, et donc c'est effectivement ici que tout se déroule. Et donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Alors le bâti, la ferme du parc et la maison de Saint-Macaire. Donc, on a ici le bâti. Donc, pour son fonctionnement, le parc a besoin de différentes infrastructures. Des granges, des étables, des écuries, des chambres, voilà, toutes ces infrastructures vont être liées à un lieu qui est ici, le parc de Canteloup. Donc, si vous êtes déjà allé à Canteloup, vous avez le lavoir qui est juste ici, la fontaine Orède. Ici, vous avez la ferme du parc, et ici, vous avez la maison Saint-Acaire, qui est juste ici. Donc là, vous venez ici, l'église est ici, là, direction Balcanville, et puis là, vous prenez et le Var. Donc voilà, si vous arrivez à vous repérer ici, c'est vrai que c'est un petit peu peut-être trop petit pour les gens qui sont au fond. Donc on a la chance pour Canteloup d'avoir des descriptions assez fidèles de toutes ces infrastructures qu'il pouvait y avoir sur le parc, qui permettent de se représenter tous ces aménagements finalement dans ce parc. Donc la ferme du parc. Voilà. Donc ici on a donc la maison de Saint-Macaire, et ici c'est la ferme du parc. Donc c'est chez vous, je vous dis. Et donc
c'est ici qu'en fait tout se déroule. Donc dans un premier temps, c'est la ferme du parc, c'est ici que ça se déroule. C'est là où Jean Lorel aurait pu vivre. C'est là que ça va se jouer jusqu'à l'arrivée des Martins. Donc dans cette ferme du parc, on a plusieurs ménages au 15e, donc il y a plusieurs maisons, dont une va être baillée à Jean Lalouet. Vous vous rappelez, en 1463, Jean Lorel donne une partie du parc. Je ne sais pas à quelle partie il s'agit, peut-être celle-ci, je ne sais pas. En tout cas, au 15e, c'est assez volumineux. Après, ça sera découpé plus petit, on retrouvera les roselles ici, et après, ça passera dans les duonos, puisque c'était parqué, cette maison-là. Et donc, on a une description. Donc, on a d'une maison manable avec ses boëles. Donc, les boëles, c'est des cours enclos devant les maisons ou derrière, ça dépend. Fermées de murailles, devant et derrière, qui s'organisent d'une grande salle, d'un cellier, 5 chambres, 2 greniers, une laverie et d'autres offices qui sont couverts de pierres d'ardoise. On y ajoute un fournil et une cote. Une cote, c'est un petit abri quoi, pour les chiens, pour les cochons, bref, et une volière à pigeons à pigeons volants sous la fenêtre. Donc si vous lisez l'article fabuleux de Guillaume dans la dernière revue sur les colombiers et les moulins, vous verrez qu'il y a différents types de colombiers et certains qui étaient placés sous les fenêtres. On a toujours l'impression que ces constructions en tour qui montrent qu'on a également des volières qui étaient en bois placées sous les fenêtres. Donc on avait une ici dans la ferme du parc. On a également les étables, les écuries et un jardin de verger. Donc ça c'est un petit peu ce qui va condenser le parc jusqu'au XVIIe. Après on a la ferme de Saint-Nacaire qui est ici, dont on a pu replacer les différents éléments. Donc au XVIIe siècle, la famille Martin du Perron s'implante à Canteloup. Les Martin du Perron, seigneur de Sainte-Geneviève. Et donc en épousant Michel Lalouet, le fameux François Martin devient parquier. Et lui, François Martin, il amène avec lui la ferme de Saint-Nacaire, qu'il achète après. Il la loue d'abord et après il l'achète. Et donc ça va rejoindre un peu les possessions du parquier. Et en fait, on se rend compte que le droit du parc s'exerce en fait à cette époque-là sur l'ensemble des propriétés qui sont condensées ici à Canteloup par le parquet. Donc ici, mais également là. Et donc on a la succession de Michel Lalouet, donc c'est la femme du fameux François Martin, et le Jacques Martin Le Punet va hériter du parc et de ses droits. On a une maison manable appelée Maison Saint-Nacaire qui se consiste en une salle ou plusieurs chambres. Au bout des salles, cellier et boulangerie sur laquelle il y a une chambre, une cour devant et derrière, ainsi que les jardins potagers contigus à la cour de derrière. On y ajoute une maison adjacente composée d'une étable, d'une chambre et d'un grenier. Donc voilà, c'est un ensemble important. On a également la présence sur... donc là, c'est une carte que j'ai établie par rapport à la carte dite de Vauban, des ingénieurs géographes des 780. Et on se rend compte qu'au milieu de la maison Saint-Nacaire, il y a une forme ovale. Alors, sur les successions et descriptions des biens, on n'a pas de colombier. Mais là, on a un colombier ici, à côté de la tourelle de Canteloup. On avait un colombier ici. On a la terre, le petit colombier qui est juste ici. Et en fait, on se rend compte, là, il y a une forme ovale qui est représentée de la même manière que le colombier à côté. Mais ils ne font aucune mention du colombier dans les différents actes. Donc voilà, on ne sait pas ce qu'il en est de ce fameux colombier. Donc voilà pour le bâti, l'organisation de ces animaux, parce qu'en fait, l'emparquement, c'est également la protection des animaux. Donc en fait, les chevaux, on les rentre dans les écuries, les cochons, on les rentre dans leurs étables, voilà. Et maintenant, on va passer à l'organisation. Alors ça, oui, ça c'est une photo du parc de Canteloup en 1983, fonds privé Binet Geoffroy, qui montre ici la partie que vous avez ici. Donc on voit, bon, cette partie-là est postérieure. Mais le reste ici, c'est tous les logis du parc en fait, avec les différentes étables qu'il y avait. Donc ça se situait ici. Ensuite, on a ici la maison Saint-Nacaire, qui est juste en face finalement de ce parc. Donc là, c'est la façade qui a été. Cette maison a été reconstruite par la famille Martin, puisqu'il y a une pierre qui dit j'ai été construite par les Martin du Perron. Donc en fait, quand les Martins rachètent Saint-Nacaire, ils remontent la maison.
Et donc là, on devait voir également une autre grange qui s'appelait la Vimarderie, avec les différents, voilà, qui a été détruite. Voilà, on fera pas de commentaires. Après, on a une autre ici, là c'est la vision des différentes étables qui sont, je vais vous remontrer sur le plan. Ce sont les étapes qui sont ici. Voilà. Et là, moi je suis ici, c'est vu depuis le. Donc voilà, donc là on a une vue des différentes tables. Ici. Là c'est la fontaine au raid. Aujourd'hui il n'y a plus il y a plus les infrastructures qu'il y avait, mais peut-être que bientôt, j'espère qu'il y en aura. Et donc voilà, et donc là c'est la fontaine au raid qui n'était pas à l'époque terrain commun, hein. Ça appartenait au parc. Hein. Donc c'était. Voilà. Donc maintenant, là, parlons du non-bâti, parce qu'on embarque sur des terrains également, parce qu'une fois qu'ils sont dans la journée, on va pas les laisser dans les granges, et donc on les embarque sur des territoires non bâtis, des territoires naturels, des enclos, des champs, des pâtures, des labours, pour nourrir forcément, les labours c'est pour nourrir les animaux en hiver, il faut bien avoir du blé et du foin. Donc là on a différentes parcelles qui sont représentées. Globalement, on sait que ça soit au niveau de la ferme du parc Saint-Macaire, les zones d'embarquement, c'est cette partie ici. Ainsi que cette partie-là, au niveau de la fontaine Aurèle, et à un moment donné le Petit Colombier également, et la partie qui est juste derrière, on va être ajoutée quand la famille Martin va devenir propriétaire de votre parc. Et donc, ce sont des parcelles, donc là encore la même carte que tout à l'heure, qui devaient être beaucoup plus grandes au XIVe et au XVe siècle. On voit ici qu'il y a une route, un chemin plutôt, qui part du Hamoymieux et qui va jusqu'à la chasse des Parts, qui est ici, direction Valcanville. Et on voit bien que cette avenue, parce que ça s'appelle l'avenue, et pas la chasse des Allemands, elle coupe le parcellaire complètement. Vous voyez ? Et en fait, on se rend compte qu'entre 16e et 18-19e, les contenances des champs changent. Par exemple, là, le clos Samson de l'Aloé, il faisait 6 vergers au 16e, fin 16e, et après, à la fin 18e, il n'en fait plus que 4, par exemple. Et par exemple, là, le clos Girette, on nous dit qu'il jouxte la commune et le chemin Godel. Le chemin Godel, c'est celui qui est juste ici. Et en fait, on voit que sur cette carte, il jouxte le chemin Godel, ok, mais il jouxte l'avenue. Donc ça veut dire qu'en fait, il était beaucoup plus étendu. Et donc, par conséquent, les terres du parc initial, plus antérieur, devaient recouvrir tout ça. Ainsi que ce bois de la fontaine. Alors, une autre caractéristique des parcs, c'est qu'ils doivent être clôturés. Les parcs de chasse médiévaux étaient au début en clos juste de palissades, de pieux de bois, et puis après il y a eu différentes techniques qui ont été employées, dont la technique de la palissade et du fossé, qui consistait donc d'élever un talus, une butte de terre, sur laquelle on met des palissades de bois, et juste devant on met un fossé, mais parfois de 2 mètres, hein, voilà. Et après on a le sol, ce qui empêchait les animaux de sortir du parc, et également les gens de rentrer. À Canteloup, je pense pas qu'il y ait eu ça. À Canteloup, c'est, je pense, plus probable qu'il y ait eu des murs. On en retrouve encore ici. Je pense qu'au XVIIIe siècle, on en parquait ici. Regardez, il y a des murs tout autour. Ici, on en a d'autres ici. Derrière, il devait en avoir aussi. Et donc, c'est des espaces qui étaient clos de murs, exclusivement de murs. Pas de palissades, on n'avait pas des murailles de 4 mètres. Voilà. Et dans certains parcs, on a à Coutances, par exemple, on a des grosses portes fortifiées, des choses qui sont importantes. À Canteloup, ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, c'est assez modeste. Et donc, il y avait des infrastructures d'embarquement qui étaient uniquement des murs. Et également la Douai-Aurette qui devait être initialement une zone de parcage également, puisqu'en fait on voit qu'il est entouré de chemins. Donc ça délimite également une zone, en plus ça s'appelle Aurette, donc le parcours. Donc est-ce qu'on pourrait penser que la zone de parcage de la ferme initiale du parc,
c'était pas plutôt ça. Voilà. On a également la présence, très récemment, Karim m'a envoyé un document où on parle d'un champ qui s'appelle le parc. Alors, est-ce que c'est celui-ci? Je ne sais pas. J'ai pas réussi à le replacer parce qu'en fait, tous ces champs, les noms ont été modifiés, et puis pour la resituer des fois des champs, ça m'a pris des fois plusieurs jours pour me demander si c'était vraiment bien ça, parce qu'ils nous disent j'ajoute tel chemin, tel truc, sauf qu'aujourd'hui il n'y a plus tout ça. Donc des fois il faut être indulgent parfois avec tout ça. Et donc là c'est la deuxième phase. Donc, première phase, le parc, la ferme du parc. Deuxième phase, augmentation avec le Saint-Nacaire, puisque c'est la propriété du parc. Et troisième, donc ça c'est la vision qui est derrière le Saint-Nacaire, donc de la zone qui était enclôturée de murs ici, tu vois bien, qui servait de partage. Troisième phénomène qui est le plus étonnant, c'est la migration du parc. Parce qu'en fait, Madeleine Martin, quand elle rachète le droit de parc, elle amène avec elle les archives de la famille Louet, Martin et compagnie à Bélanville, mais elle amène également le droit de parc avec. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'elle n'avait pas de terre à Canteloup. Alors comment on embarque des animaux avec un droit de parc à Canteloup sans avoir lieu de parcage? Alors ça m'a posé grandement question. Je me suis dit, alors on va aller voir du côté des Brochards. Donc la famille Brochard, c'est une famille qui va s'implanter à Canteloup, et Guillaume Martin va vendre une grande partie des territoires du parc aux Brochards. Et donc, je me suis dit, si c'est eux qui ont le parc, c'est forcément eux le parquet. Sauf qu'en fait, non, pas du tout. Et en fait, le droit de parc, c'est là qu'on comprend, c'est qu'il est détaché complètement d'un lieu. Parce qu'à aucun moment, les Brochards sont dits parquets. Nulle part. Nulle part. Et la Madeleine Martin, elle officie en tant que parquet. Et après, le déclic s'est fait après, dans les différentes successions qui se sont profilées, où en fait on voit que le 1er juillet 1764, Jacques-Pierre Thomas Hervé d'Agier, qui est le dernier qu'on a ici, il va placarder dans les différentes églises du coin et le marché, surtout au Var et à Réville, le placard de l'ordonnance des assises de Valognes, comme je vous ai montré au début, pour dire c'est bien les Martins qui étaient parqués à Canteloup, qui avaient le droit de parc et compagnie, et que vous devez tout parquer chez la personne qui a le droit de parc. Et donc c'est sa grand-mère, qui est Martin, qui avait acheté ce droit de parc. Et il est dit que ce Thomas Hervé d'Agier, donc requête de Messire Jacques-Pierre Thomas Hervé d'Agier, chevalier seigneur patron de la paroisse de Coqueville-Bélanville, propriétaire du parc royal, dans le dit lieu de la sergenterie noble du Val-de-Serre, demeurant en son manoir, le parc, dans la seigneurie de Bélanville. Donc, le droit de parc, il migre à Bélanville, dans le château. Et donc, finalement, maintenant, les gens de Tour-la-Ville ou de Ménilhoval ou de Réville, ils n'embarquent plus à Canteloup, ils embarquent à Bélanville. Rassurez-vous, ça n'a pas duré très longtemps, la Révolution est venue balayer tout ça. Et voilà. Donc, en fait, c'est assez étonnant de voir que en fait, ce parc, il s'est complètement déplacé, quoi. C'est pas une petite action quand même, hein. C'est assez impromptu quand même. Donc c'est un parc qui est convoité, comme tout ce qui rapporte de l'argent. En général, c'est des choses qui sont convoitées. Donc on a différentes grandes affaires. Ce qui nous est assez bien connu, c'est les affaires qui concernent les Martins, puisqu'ils ont eu de nombreuses, et beaucoup plus documentées, parce que si on arrive à une époque où on garde plus de papier. Et donc on a une affaire rocambolesque avec un certain Jean de Belousca qui nous vient de Caen. J'ai pas réussi à retrouver exactement quel était son rôle, il est absent un peu partout. Mais en tout cas, il vient amener à François Martin du Perron, en 1629, une lettre patente du roi qui l'autorise, lui, Jean Belousca, à revendre et à refondre tous les droits de parc qu'il y a de la généralité de Caen, de Cotentin et tout ça. Donc en fait, c'est lui qui peut nommer maintenant les nouveaux parquets.
Et donc là, les Martins, ils sont pas contents. Ils se voient un petit peu expropriés. Et on a un certain Godel, qui est pas très loin de la ferme du parc, qui doit avoir les dents longues, et qui lui va racheter le droit du parc, en sachant très bien que les Martins étaient parqués, hein, le droit de parc à le fameux Belouska, et donc il va se proclamer parquier. Et il va prendre possession de la ferme du parc, enfin non, pas la ferme du parc, parce que c'est... Enfin, il va dire, bah, maintenant, on parquer chez moi, et pas chez les Martins, les bêtes, les noms bêtes et prisonniers au parc. Donc les Martins ne vont pas se laisser faire. Il y aura à peu près 10 ans de procédure, c'était très long. Donc le Parlement, le 11 septembre 1635, va bloquer Godel en lui disant non, c'est pas vous le parquet, c'est Martin. Donc le Martin retrouve leur droit de parc. Et donc après, Belouska va être jugé, la lettre patente du roi va être cassée. Bon, ça c'est quand même incroyable que le Parlement de Rome casse quand même la décision du roi, hein, c'est pas n'importe qui. Hein. En fait, le roi ne savait pas du tout ce qui se passe à Grand-Clou, donc en fait, il a fait mettre comme ça, c'est tout. Hein. Mais bon, bref, dans l'action, donc les Martins retrouvent normalement le droit de parc, sauf que Belouska descend de Caen, va à Canteloup trouver François Martin. Et là, ça part en cacahuète, puisque François Martin dégaine son épée, veut lui trancher la gorge. Donc c'est documenté, hein, et donc là, Jean de Belouska se trouve offensé, lui fait un procès, bref, je pense qu'il étudie tout ce qui est dans sa possession pour essayer de sauver les meubles, comme on dit, et donc il est bien jugé, il est jugé à 3000 livres d'intérêt à François Martin, dans une sentence qui est rendue en 1636, pardon, et donc il doit rembourser également ce que lui a payé le fameux Godel pour avoir le droit du parc. Le Godel s'en sort très bien, lui, hein. Il fait comme s'il de rien n'était, qu'il ne savait pas. Et après 1639, on a une succession infinie de réaffirmation des droits de parc par les Martins. Parce qu'ils ont eu tellement peur de ce qui vient de se passer avec le Belouska, ils disent il faut absolument que tout le monde sache que c'est nous les parquets. Et donc ils vont faire des affiches partout, les placarder, et à chaque fois qu'ils peuvent, ils montrent leurs lettres comme quoi ils sont parqués, qu'ils ont eu le droit, qu'il y a eu l'affaire Belouska juste avant, et qu'en fait le roi a bien reconnu que c'était nous les parquets, donc ils s'assurent vraiment la possession de ce droit de parc. Et en fait, à l'époque, ces enfants sont assez jeunes et on se rend compte que l'un des fils de la famille de François Martin, c'est Jean-Baptiste Martin. Et vous ne le connaissez peut-être pas, mais Jean-Baptiste Martin, c'est une personne de haute volée. Hein. C'est premier président de l'élection de Valogne, un grand avocat, bref. Donc il va lui offrir une éducation de droit, voilà, pour... voilà, c'est quand même, je pense, est-ce que c'est lié à différentes affaires qu'ils ont eues, puisque après, en fait, on se rend compte que Jean-François Martin va représenter son père et son frère dans tous les différents problèmes juridiques qu'ils vont pouvoir avoir après. Donc c'est lui qui va défendre les droits du parc de sa famille, en fait. Et est-ce que c'est pour ça qu'il dit je veux pas du parc parce que c'est trop d'emmerde et qu'en fait, voilà, je sais pas, parce que c'est... Ensuite, on a une autre particularité, c'est les parquets et faux parquets. Alors ça, c'est le... Ça, ils aiment bien faire ça. C'est vrai qu'à un moment donné, des gens décident de devenir autoproclamés parquets. Donc, il y a plusieurs reprises, ça s'est passé. Donc, il y a un dieu Rosel qui a essayé de faire ça. Il y a eu des problèmes aussi. Donc, les Martins ont réussi à avoir recouvrer leurs droits. Donc, en 1746, ça commence comme ça. Et on a un autre cas de figure qui est plus intéressant, c'est monsieur Louis le Valois, qui lui vient de Tocqueville et qui dit bon, maintenant le parquet royal c'est moi et le parc c'est à Tocqueville, chez moi. Bon. Et donc ce Louis le Valois va commencer à avoir les animaux qui arrivent chez lui et il va aller même prendre les animaux en parquet chez les Martins à Canteloup pour les ramener chez lui. Alors vous voyez, et donc là, reprocédure, ça n'en finit pas. Et donc le 24 novembre 1637, le Louis le Valois est rebooté, les Martins sont remis en leur plein droit à parquet et tout est merveilleux. Donc voilà, c'est assez comme ça rapporte de l'argent, les gens essayent petit à petit d'avoir de l'argent. Donc on voit que ces parcs, c'est des affaires qui sont assez peu connues, en tout cas pour les parcs de chasse, c'est très connu, mais le reste des parcs, c'est des choses qui ne sont pas vraiment étudiées. Et en fait, au cours des différentes recherches qu'on a pu mener, dont en Chartres-Bémanville, on a différents parcs qui viennent s'y
s'y ajuster concernant la jurisprudence de certains privilèges. Donc le parc royal de Contoux pour la sergenterie du Val-de-Serre, on a le parc de Quinto à Barneville-Carteret pour la sergenterie de Beaumont, on a d'autres parcs, mais qui ne sont pas des parcs royaux, des parcs seigneuriaux, on en a un à Gauville, on en a un à Théville, on en a un à Gonneville, un à Bricbec, forcément, on en a un à Saint-Floxel également, un parc seigneurial, et voilà, on en a un peu partout en fait. Et en fait, c'est des choses qui sont communes. Les seigneurs avaient chez eux un parc. Quoi. Et il ne fallait pas qu'ils publient forcément que le parc royal de Ganteloup était celui qui avait la prééminence dans toute la sergenterie du Val-de-Serre. Voilà, je vous remercie de votre attention. Vous avez des questions, bien entendu? Oui. Je peux te poser dans le tableau de généalogie, le dernier individu d'Agier qui est né en 1751, tu mets après en descendance une Geneviève Gigot. Dans tout à fait en bas. Non, c'est sa femme. C'est sa femme, parce que comme il n'y a pas de croix. Est-ce que c'est les Gigots de Belfond, les seigneurs de Guerre? C'est ça, oui, c'est le même. Alors, si tu veux peut-être savoir ce que c'est devenu ou avoir des choses, il y a le chartrier de la Grimonière, que j'ai consulté et dont j'ai l'inventaire, où il y a toutes les archives des Gigots de Belfond, déjà par une liste. Alors, il me semble qu'ils ont une descendance, c'est avec une Percy, je crois, après. Ah, je sais plus, j'en sais le rien. Dagier avec la Gigot. Non, mais c'est parce qu'avoir des traces de ces lieux dans le chartrier, justement dans le chartrier de la Grimonière. Voilà. Mais là, comme on est à Bellonville, à mon avis, les archives sont pas à Grimonière. Hein. Ils sont à Bellonville. Hein. Et une partie, il reste encore quelques liasses à dépouiller. Ça se trouve, il y aura d'autres choses concernant la famille Le Sens, enfin Dagier Le Sens. Parce que là, comme le parc est à Bellonville, je vois pourquoi les archives seraient à Grimonière. Oui, mais comme je vois cette femme Gigot de Belfond, si c'est cette famille, on ne sait jamais. Si tu trouves des documents sur le parc, bon, ça serait toujours. Oui, mais ils ont mentionné un peu partout, parce que le chartrier de Capelle à Cadreville, c'est aussi du gigot. Oui, exactement. C'est la même famille. C'est à côté. C'était l'affaire, mais... Oui, je me demandais, les biens saisis, les propriétaires, est-ce qu'on sait combien de temps ils avaient pour éventuellement les récupérer, les racheter? Alors ça, je ne sais pas. Plus vite possible. C'est plus vite possible, je pense. Hein. Parce que, en fait, des fois, c'est aussi lié, en ce moment, on parle également, quand il y a des problèmes de juridiction locale qui dépendent du roi, bah, ces choses peuvent être également au parquet. Et le parquet attend la sentence définitive du procès pour aller vendre. Donc, si la sentence est favorable à la propriétaire, il récupère ses animaux en payant bien entendu ce qu'il faut, mais sinon il s'en parquet. Mais sinon, concernant le temps, c'est pas en tout cas notifié dans les archives. Oui. Oui, vous nous avez dit qu'est-ce qui s'est passé après la Révolution? Le statut de parc a disparu. Eh ben, après la Révolution, il ne peut rien en fait. À ce moment-là, le parc, comme c'est un droit féodal, en fait, ce droit de parc, eh ben, il n'existe plus en fait. Mais qui est propriétaire? Non, pour presque dire que c'est l'huissier qui va remplacer. Oui, en fait, c'est les huissiers. Parce qu'en fait, c'est pas que les animaux en divagation, c'est les décrets de saisie, etc. C'est ça, c'est toutes les saisies qui peuvent se passer, ça va au parc en fait. Le droit de parc, en fait, c'est les huissiers en fait. C'était un peu une charge qu'il achetait. Oui, 10 sols par an. En fait, ils gardent ce qui a été saisi par les sergents ou par le seigneur. Mais en fait, non, le droit de parc en lui-même, les gens, commande mortelle, c'est fini quoi. Non, mais c'est le site, oui, Guillaume. Oui, c'est intéressant cette double fonction, si j'ai bien compris. Le parc servait aussi à récupérer les redevances dues au roi, et donc le parquet, quelque part, le convertissait en numéraire, c'est ça? Ouais. Exactement. Oui, c'est ça. Et ça, c'est un rôle qui est bien attesté. Oui, ah, oui, bien sûr. Il les vend, et puis en fait, parce qu'en fait, oui, il faut que ça remonte en année, quoi. Tu n'as pas dit préciser que un sou c'est 12 deniers, une livre c'est 20 sous. Oui. Deuxièmement, concernant, j'ai plusieurs trucs à la suite, hein. L'origine de Sénacaire. Hein. Alors, Alors, l'origine de Saint-Acker, c'est connu, puisqu'en réalité, on peut en parler
les premiers propriétaires connus de la ferme de Saint-Acaire, parce qu'en fait, moi je l'ai redécouvert dans les années 1980, parce qu'à Canteloup, ils ne le connaissaient plus, hein, c'est parti dans les oubliettes. En fait, c'est la famille Potet. Et Potet, c'était un surnom d'une autre famille beaucoup plus ancienne à Canteloup, la famille Guernon. Et donc les Potet, ils sont connus, c'est une famille en fait assez notable, connue par comment dirais-je, le journal de Gilles de Goumerville, puisque le curé de Tournaville, c'est Robert Potet, et ça c'était un de mes premiers travaux lorsque je me suis intéressé à Canteloup, et la découverte du journal de Goumerville dans les années 1966-1967, alors c'est pas d'aujourd'hui, donc j'avais déjà tout tracé par rapport à ce Robert Potet. Alors les Robert Potet, ils sont bien en place, ils ont donné plusieurs curés, surtout ils ont donné des arpenteurs royaux, donc au cours du 16e, au moins 3 générations de suite à partir du 16e, et l'un des Potet, je crois que c'est Jean Potet, qui était chapelain de Saint-Acaire, et Saint-Acaire, donc c'est la chapelle qui se trouve sur, si je ne me trompe pas, Tolva. Voilà. Concernant aussi l'origine du parc, est-ce qu'on pourrait envisager que parfois il y avait là parce que pour une raison d'orientation géographique par rapport aux animaux, est-ce qu'il y a un lien avec la forêt de Brive qui était là de ménage classique, et est-ce qu'il y aurait un lien également avec l'honneur de l'île? Bah oui, Bride, parce que forcément, c'est le forêt de Boutron, la Moc là-bas, c'était la forêt de Bride, ça. Donc les défrichements, comme j'ai dit, entraînent la création de parcs naturels. Et concernant le nord de Néou, dans les notes humaines, il parle des donations de Néou et des Montebourg, Brian Montebourg, et ils font exception du parc. Alors, est-ce qu'il s'agit du parc de Canteloup? Comme ils avaient des possessions dans la forêt de Bride, c'est possible, mais il y avait aussi un parc à Néou même, qui leur dépendait directement. Donc je pense que c'est possible, il faudrait le prouver, mais je pense que ce serait plutôt le parc le plus à proximité, en tout cas, de leur possession de Néou même, que celui qui a. Après avoir, je pense qu'il faudrait étayer ça d'autres preuves. Alors, pour densifier un petit peu, et puis surtout, comment dirais-je, approfondir dans les méandres cette histoire du parc, il faut savoir que donc, dans ta première génération, là, tu parles de Robert Blondel, et les Blondel produisent devant les élus de Valognes donc, en 1523. Ils auront d'ailleurs, ils vont s'amenuiser sur le plan de vue financier, puisqu'ils ne passeront pas la recharge de Dalig en 1634, mais ils sont présents en Canteloup. Et ils sont présents, ils sont sûrs de Martin-Bas. Et dans les terres qui sont le long de l'avenue de Canteloup, enfin des Brochards comme on dit, eh bien ce sont les terres de Martin-Bas. Voilà, c'est le Clos Blondel. Voilà, et en fait, comme il était de Martin-Bas, ils le sont encore jusqu'à la moitié du 16e. Donc à l'époque où les Martins ont la terre de Saint-Acaire, ils sont bordés par Quentin Blondel. Oui. Donc c'est tous les 3 pièces de terre qui sont, enfin voilà, de part et d'autre. Alors c'est pour ça que ça rétrécit un petit peu. Alors pour moi je pense que la notion de parc originel, on ne peut pas inclure la maison de Saint-Acaire. Non, donc c'est pas possible. Alors par contre, l'ambiguïté qui va résider, c'est que toutes ces familles-là qui ont possédé donc, le milieu du parc, là, ils sont toutes alliés, soit directement ou indirectement. Tu as évoqué donc tout de suite les Roselles, mais les Roselles, ils s'implantent à Canteloup, ils viennent de Vaudreville, s'implantent à Canteloup par les Laloé. Les Laloé qui sont les parquets aussi. Donc en fait, il y a un mélange, c'est spécifique, je croirais bien à Canteloup. Ça va être méchant. Donc moi je pense que c'est la grande pièce appelée la Fontaine, qui est d'ailleurs en 3 parties, et dont la partie inférieure s'appelait le Petit Singot, qu'on ne voit plus. Alors dans les partages des biens des Roselles, donc la ferme à Marie Goupire, pour moi c'était ça à l'origine, parce que moi j'ai le partage de l'ensemble des choses, et on donne effectivement on précise cette pièce de terre qui est bornée par la commune
qui est bordé par ce qu'on appelle la perruquette, si je ne me trompe pas, et puis le chemin qui va à Bertrand-l'Évêque. En fait, c'est la petite maison que tu as représentée qui est en ruine aujourd'hui, qu'on appelle la Vécrie. Donc pour moi, c'était ça. Mais moi, je suis parfaitement d'accord à savoir qu'on doit dissocier, je te l'avais dit à la maison, on dissocier le droit du parc du foncier. C'est le cas, moi je suis spécialiste de bric-bec. L'une des premières maisons qui ont été construites au moment de la fondation du bourg, hein, donc dans la deuxième partie du XIIe siècle, c'est la maison du parc. Elle a appartenu à la même famille depuis, disons, le 1350 jusqu'en 1703. Donc, et à un moment donné, les derniers représentants vendent la maison du parc à une autre famille, mais le droit, enfin le parc foncier, donc il n'est plus du tout dans le bourg, il s'en va dans la nature. Oui, justement, les propriétés foncières là, qui composent ces éléments. Ils dépendent de la commanderie. Elles dépendent souvent de la commanderie, puisque j'ai retrouvé pas mal de vassaux du commandeur de Valcanville, les Hainaut, les Dagier et compagnie. Mais la propriété en tant que parc royal, c'est pas une propriété royale? Si, mais enfin, c'est la fonction. C'est la fonction. C'est la fonction. C'est la fonction. Et le foncier, c'est leur propriété. Voilà. Le droit n'est pas à mettre en corrélation Donc, c'est directe un droit avec le royal. foncier. Hein, C'est un droit issu du roi, oui, hein, mais accordé. le tellement, le foncier, le support du droit. Originellement, il a dû avoir une parcelle qui devait être destinée, qui provient du roi. Mais au 15e, 18e siècle, ça, il faut l'oublier totalement. Ouais. Le foncier, c'est de la propriété. C'est-à-dire que si le parquet habitait la Carpenterie, eh ben, le parc était là-bas. C'est d'ailleurs, c'est d'autant, comme tu l'as souligné, c'est qu'en fait, s'il y avait, les textes de loi disent à l'époque, que le parc, alors je parle du foncier où sont mis les bestiaux ou les meubles, doivent être impérativement sur le fief auquel il dépend. Donc à l'outrance, il doit être sur une terre royale. Et là, ce n'est pas le cas. Par contre, il peut le déplacer puisqu'Aubevis se retrouve dans l'ensemble de la sergenterie du Val-de-Serre. S'il avait été en dehors, je ne suis pas sûr que... Ah non, voilà. non, si c'était à la Gauvicelle, on l'aurait pas eu. Hein. Bon, l'affaire que tu as montrée, d'ailleurs, très intéressante, on voit bien donc, que le Vicel, par exemple, qui touche effectivement, ça remonte le Vicel. Voilà, hop, voilà. Donc le Vicel, donc je te l'ai apporté, en 1488, il y a un parc au Vicel. Et là, il y a un procès en l'échiquier de Normandie sur, déjà à l'époque, l'exemption de la taille. Ah oui. Ah ouais. Ils font référence à... Alors par contre, ce qui est marrant, c'est que les droits de bois, alors en fait, il faut dire que ce sont des droits d'usage, hein, qu'ils soient royaux ou seigneuriaux. Donc le droit pour le gros usage ou bois de Merlin, c'est donc la possibilité de prendre du bois pour construire ou réparer les maisons. Et ensuite, il y a les menus usages qui se divisent en deux parties, en deux grosses parties. Donc le bois de chauffage et tout ce qui est lié donc, aux animaux, comme le droit de pannage, etc. Mais ça, c'est très... Alors, pour le Val-de-Serre, je n'ai pas trouvé, mais moi, je sais que, par exemple, lorsque j'ai étudié les forêts sur Bric-bec, les forêts de Bric-bec, c'est près de 5000 hectares, il ne faut pas oublier. Et là, à ce moment-là, pour avoir le droit du bois de Mérin, donc pour construire, là, il y a une procédure. J'ai trouvé une quinzaine de procédures avec la même diplomatique, donc en deux parties, justifier son droit, et ensuite, alors c'est là que c'est assez intéressant, c'est qu'on donne, si la maison est construite, eh bien, on donne tous les éléments qui doivent être réparés. C'est un véritable inventaire. Oui, non, mais Même la première partie concernant le droit, c'est génial, puisque ça nous permet quelquefois de remonter jusqu'au 15e. Alors la délivrance, pour aller plus loin, la délivrance des bois donc, sur Boutron, il ne faut pas oublier que une grande partie des Boutron a été gardée par des grands coups, la famille Le Devin, pour le dire, pendant 16e et 17e siècle. Alors ça, je n'ose pas me mettre mon nez là-dedans pour savoir comment ça se passait. Pas d'autres questions? Si, Pierre? Complément aussi, pendant les parcs scénarios, il y a le seigneur de Gonneville qui a des terres
Flamanville. Alors, il y a un acte qui est dans les documents, non, mais c'est Bonjon du Houillet. Un acte du 10, fin 16e, il y avait un parc séminarial à Flamanville, à Maupertu et à Carneville. Des tout petits terrains, mais vraiment des. J'ai cité exclusivement ceux qui apparaissaient dans les sources. Mais il y en avait partout. Bien sûr, on va compléter, bien sûr. Donc, c'est bon? Merci.